Bonsoir à tous, merci de nous retrouver ce soir. Nous sommes à moins de 2 mois de la rentrée sociale, une rentrée inédite qui se fera toujours ou peut-être encore sous alerte sanitaire. Les calendriers ont tous été chamboulés, l'année universitaire et scolaire interrompue, examens et cours du deuxième semestre reportés, une rentrée décalée au mois de novembre pour les futurs bacheliers, bref une situation qui nécessite une véritable réorganisation de l'année 2020-2021 marquée par la pandémie du coronavirus. Dans quelles conditions se fera la reprise des cours à l'université prévue le 23 août prochain? Comment se dérouleront les épreuves du baccalauréat? Qu'est-il prévu comme mesure pour la session d'automne? Autant de questions que nous poserons à nos invités ce soir et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Boualem Saïdani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général des enseignements et de la formation supérieure au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur El Hadi, professeur El Hadi Ben Youssef, bonsoir. Bonsoir. Nous avons déjà eu le plaisir de vous recevoir. Vous êtes professeur à l'École nationale polytechnique et directeur du laboratoire de valorisation des énergies fossiles. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous avons également avec nous par Skype Monsieur Mziane Merien. Bonsoir. Vous êtes coordinateur national du SNAPEST. Merci d'être avec nous en direct sur cette émission. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à vos invités et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci. Alors, vous l'aurez compris, on parlera donc de cette rentrée universitaire, de la rentrée au niveau de l'éducation nationale. Dans quelles conditions elle se fera? Une question qui intéresse beaucoup de parents et d'étudiants. Alors, la rentrée universitaire 2020-2021, marquée donc par cette pandémie, a nécessité, comme je vous le disais, l'arrêt de tous les secteurs, donc même celui de l'enseignement supérieur. Il a poussé la tutelle à proposer avec le partenaire social des mesures dans le cadre de gérer la fin d'année et préparer à la prochaine rentrée universitaire. On sait que la date du 23 août a été retenue pour la reprise du deuxième semestre. Monsieur Saïdani, la date est toujours maintenue? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation qui est lancée pour le secteur de l'enseignement supérieur afin d'éclairer la communauté universitaire sur les préparatifs de la reprise des enseignements pour pouvoir clôturer l'année universitaire 2019-2020, mais aussi pour mieux appréhender l'année universitaire prochaine, c'est-à-dire celle de 2020-2021. Comme vous le savez, suite à cette pandémie Covid-19, il y a eu la prise de décision de suspendre les enseignements présentiels depuis le 12 mars 2020. Et à partir de cette date, il fallait faire preuve de beaucoup d'imagination pour pouvoir continuer à distance la formation des étudiants. Et c'est pour cela que beaucoup d'outils des TIC, des technologies de l'information et de la communication, ont été utilisés par la communauté universitaire afin de pouvoir assurer une continuité de l'activité pédagogique au sein des universités. Et puis, donc cette activité pédagogique, effectivement, a vu une continuité sous forme d'enseignement à distance et puis avec des haltes pour pouvoir faire le bilan. Un premier bilan a été fait le 5 mai où nous avons constaté qu'il y a environ 75% des cours déjà mis en ligne par les enseignants universitaires. Mais par contre, le nombre de travaux dirigés et des travaux pratiques qui sont mis en ligne, vu la spécificité de ces enseignements, eh bien, on avait enregistré un taux extrêmement faible, de l'ordre de 5 à 10%. Puis par la suite, au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons fait un effort colossal. Des enseignants universitaires se sont mobilisés pour pouvoir enrichir toutes les plateformes pédagogiques au niveau des universités pour pouvoir assurer un enseignement à distance pour l'ensemble des étudiants. Alors on va essayer de parler de cette équité au niveau de tous les étudiants. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'assurer un enseignement à distance pour tout le monde? Bien sûr, c'est l'objectif. C'est l'objectif auquel nous aspirons. Ce n'est pas une chose facile, mais l'activité pédagogique a continué sous différentes formes. Et la deuxième halte, nous l'avons observée le 15 juin 2020.
Là, nous avons fait aussi un deuxième bilan. Et nous avons vu que le nombre de cours qui sont mis en ligne, il approche les 90%. Les travaux dirigés, on a dépassé les 70%. Les travaux pratiques, on a dépassé les 45%. Donc vous voyez qu'il y a un effort extraordinaire. Mais seulement, il y a des insuffisances. Des insuffisances que je pourrais résumer en 5 points essentiels. D'abord, une faible interactivité entre l'enseignant et l'étudiant. On reviendra sur l'impact de l'enseignement à distance. D'abord, je voudrais donner la parole à professeur Ben Youssef, vous qui n'avez pas aussi cessé, hein, vous venez de me le dire, de prodiguer vos cours à travers cet enseignement à distance. Vous, la spécificité, c'est que la densité n'est pas importante au niveau de l'École nationale polytechnique. Cela peut-être beaucoup mieux fonctionner que pour d'autres universités. Oui, merci. C'est vrai que cet enseignement à distance et ces forums de discussion avec les étudiants, le contact avec les étudiants n'a pas été interrompu. Non. Mais il se trouve que c'est vrai que beaucoup d'efforts ont été faits par les enseignants pour essayer de mettre cet outil-là, utiliser cet outil numérique de communication pour essayer de donner le maximum aux étudiants. Mais les problèmes sont là. Il faut noter que près de 90% des cours ont été mis en ligne, mais lorsqu'il s'agit de forums de discussion, le taux de participation estudiantine a été constaté qui est relativement faible. Oui. Ceci peut représenter un taux de présence pendant le cours, pendant le présentiel. Alors, lorsque nous avons pratiquement un taux d'absence qui avoisine les 1%, là, lorsqu'on se met sur une plateforme, on trouve des taux d'absence qui avoisinent des fois les 50%. Les étudiants, donc il y a un manque de participation. Ceci vient se conjuguer à notre paramètre, c'est que ça dépend de la nature des cours. Il y a des cours qui peuvent se faire à distance, c'est de l'enseignement, la nature de l'enseignement. D'autres enseignements... Pour la science expérimentale, où là on nécessite des laboratoires, c'est pas possible. Et puis, il y a des fois des moyens, même s'il y a des plateformes, il faut le dire, l'enseignant n'a pas tous les moyens matériels pour communiquer ou bien pour faire une démonstration par rapport à... Puis ça reste une première expérience. Je pense qu'on a appris sur le tas aussi à utiliser ce genre de moyens. C'est vrai que ça nous a précipité pour faire cet exercice de l'enseignement à distance. Oui. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à faire le premier pas, mais ayant vécu cette situation, nous nous sommes retrouvés devant une variante forcée et tout le monde a fait l'exercice. Et cette crainte qu'on avait par rapport à l'enseignement à distance et le e-learning, beaucoup de gens ont trouvé que la chose était beaucoup plus simple qu'ils l'imaginaient auparavant. On peut peut-être en tirer bénéfice de cette expérience, mais avons-nous les moyens de la rendre valable sur le long terme? Est-ce qu'on a les moyens de l'appliquer sur le long terme? Mettre en ligne tous les cours pour assurer cet enseignement à distance? Parce qu'il faut aussi, je pense... que vous voyez ça avec le CERIST peut-être ou avec d'autres partenaires pour pouvoir les mettre en ligne, le temps que ça prendra, aussi former les enseignants hein, parce que ça nécessite des formations et que tous les étudiants puissent avoir accès à cette technologie, ce n'est pas forcément évident. Des études à l'étranger ont montré que dans certains pays développés où la technologie est avancée, l'impact n'a pas été aussi important que ça sur les étudiants. Il y a eu beaucoup d'abstention et d'absence. Tout à fait. Mais il faut dire une chose, c'est que la situation actuelle ne nous laisse plus le choix. Oui. Nous sommes obligés de nous inscrire dans un nouveau paradigme qui consiste à assurer désormais les enseignements au niveau du secteur de l'enseignement supérieur en mode hybride, c'est-à-dire une partie en présentiel, mais surtout une autre grande partie à distance. Le choix se fera sur quelle base? Le choix se fera sur la base du niveau d'études, de la spécificité des matières, de la nature des disciplines à enseigner. Donc ça dépend. Pour chaque situation, il y a une mesure appropriée. Et le téléenseignement, la formation à distance, est devenu un impératif, une obligation. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Le présentiel présente un danger certain pour la communauté universitaire. Et c'est pourquoi il faut absolument travailler dans le sens de réguler les flux, de préserver la santé de l'étudiant, de l'enseignant et des travailleurs de l'université. Il faut être imaginatif.
Il faut sortir du cadre conventionnel. Il faut faire preuve d'innovation en matière de dispense de l'enseignement pour l'étudiant. Il faut une nouvelle façon de voir comment prendre en charge l'étudiant dans ces conditions très particulières. On va développer. Vous avez posé tout à l'heure la question concernant la reprise des activités pédagogiques. Est-ce que le 23 août est retenu, est maintenu? Oui, mais par vague. Je pourrais vous dérouler le planning de la reprise, si vous le permettez. Une reprise graduelle pour les universités. Voilà. Oui. D'abord, à partir du 15 août, nous allons appeler ou nous allons rappeler tous les travailleurs qui vont préparer les espaces pédagogiques, qui vont préparer les espaces d'hébergement, de restauration au niveau des résidences universitaires, qui vont désinfecter les lieux, qui vont mettre en place tout un dispositif d'hygiène et de sécurité. Puis par la suite, une semaine après, le 23 août, eh bien, c'est la date de reprise des enseignants. Cette reprise, elle va s'opérer de manière nouvelle. C'est-à-dire, les enseignants vont désormais pouvoir signer leur PV de reprise à distance, par voie numérique. Donc, ils signent un PV de reprise, ils le scannent, ils l'envoient à son établissement d'origine, mais avec un engagement qu'il va poursuivre son activité pédagogique à distance au bénéfice de ses étudiants. Puis par la suite... On limite les déplacements qui ne sont pas nécessaires. Absolument. Imaginez un enseignant qui habite à Alger et qui travaille à Tamanrasset, oui. On va lui éviter le déplacement. Oui. On va éviter aussi la présence de beaucoup d'enseignants le jour J, le 23. L'enseignement supérieur dispose de 61 000 enseignants. Vous imaginez la quantité de la Hiberg. Puis par la suite, à partir du 23, nous allons appeler la première cohorte, la première vague des étudiants, qui sont les doctorants et les étudiants qui sont inscrits en fin de cycle, 5e année ingénieur et master 2, qui ne sont pas nombreux, pour pouvoir finaliser leur travail de recherche ou éventuellement préparer leur soutenance de fin d'études. Puis par la suite, pour éviter toujours la présence d'une masse estudiantine importante au niveau des campus universitaires et au niveau des résidences universitaires, nous avons prévu une reprise des activités pédagogiques par vague. Nous allons d'abord faire appel à la première vague qui concerne les L1, les étudiants qui sont inscrits en première année universitaire. Ils vont travailler pendant 2 semaines en présentiel, uniquement. Tout le campus universitaire ou tous les campus universitaires seront réservés pour les L1, c'est-à-dire pratiquement le 1/4 de l'effectif global des universités. Oui. Donc un campus universitaire qui a 10 000 étudiants, eh ben, je vais uniquement rappeler 2500 étudiants. Donc tous les espaces pédagogiques sont... Ça n'aura pas d'impact sur le programme? Non, pas du tout, pas du tout. Ils vont travailler en présentiel pendant 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, c'est des semaines de révision, c'est des semaines d'appropriation de tout ce qui a été fait en ligne, et puis c'est 2 semaines qui vont être dédiées à des séances de rattrapage. Donc nous allons faire des cours accélérés. Les enseignants ont la capacité et la pédagogie nécessaire pour pouvoir terminer leur programme pédagogique à 70-80%, c'est-à-dire réaliser un taux raisonnable de l'activité pédagogique. Puis par la suite, cette première cohorte, cette première vague rentrera chez elle. Nous allons rappeler une autre vague. Le système de rotation entre les différents niveaux. Puis qui va travailler pendant 2 semaines, qui va boucler son année universitaire. Nous allons rappeler la 3e vague, et ainsi de suite. Donc jusqu'à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, nous allons pouvoir boucler le programme pédagogique du 2e semestre. Du 2e semestre. Très bien. Il faut dire que à la date du 12 mars, il y avait déjà les 2/3 du programme pédagogique de l'année universitaire 2019-2020 qui était fait. Donc il ne nous reste qu'un tiers
du programme pédagogique. Donc avec ce système d'enseignement par vague, nous allons pouvoir gérer la situation aussi bien au niveau des campus universitaires qu'au niveau des résidences universitaires. On va revenir plus en détail sur tout cela. Je vais donner d'abord la parole à M. Mziane Merienne qui est avec nous. Monsieur Mziane Merienne, alors on voit que pour l'enseignement supérieur, il y a tout un protocole cadre qui est mis en place. Est-ce que pour la rentrée de l'éducation, on se prépare également de cette manière? On a vu une circulaire qui a été dévoilée par l'équipe de M. le ministre Mohamed Wadjawat qui a planifié une rentrée plus ou moins ordinaire par rapport à la pandémie. On ne s'attend pas à de grands changements comme c'est le cas pour l'université. Est-ce que vous avez été associé à cela? Merci encore une fois et permettez-moi, puisqu'on parle du corona, de rendre un hommage à tous les praticiens de la santé. En ce qui concerne le système éducatif, bon, on n'a pas été associé à la décision qui a été prise, mais je pense qu'on doit s'organiser et on doit aussi réfléchir, parce qu'il y a toute une différence entre le système éducatif et l'université. On doit changer la façon dont s'organise l'année scolaire. On ne doit pas rester dans le schéma classique habituel. On doit identifier les changements, on doit hiérarchiser les besoins et on doit réouverture tous ces besoins en fonction du terrain. Qu'est-ce que je sous-entends par les terrains? On peut avoir une wilaya qui n'est pas touchée, où Dieu merci, il y a 0 contaminé, et d'autres wilayas où la pandémie fait vraiment des ravages. Donc on doit tenir compte de toutes les conditions qui existent dans les wilayas. Pour les wilayas où sévit véritablement, férocement le corona, on doit penser à la cartographie de la wilaya de la région. Et lorsqu'on va affecter les élèves à l'intérieur de l'établissement, en particulier le moyen et le lycée, on doit tenir compte de cette donnée pour identifier en cas de besoin. On ne peut pas dire qu'on sera à l'abri. Peut-être d'ici le mois d'octobre, il y aura beaucoup de changements, mais on doit se préparer à vivre avec ce virus. Permettez-moi de vous dire une chose. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de participer par webinaire, par Zoom, avec une rencontre organisée à Bruxelles par l'International de l'éducation conjointement avec l'UNESCO. Et j'ai posé une question. Est-ce qu'on peut appliquer les mesures sanitaires à une classe de Bombin où il y a 45 élèves? La réponse d'un spécialiste de l'UNESCO, c'est diviser la classe en 3 et faire une rotation. Moi, je dirais ce qui est appliqué en Allemagne ou ailleurs, parce que ça a participé de tous les pays, on ne peut pas l'appliquer forcément en Algérie, chez nous. Déjà, la méthode comparative, moi, je dirais, elle est erronée. Pourquoi erronée? C'est ma réflexion d'ailleurs. Il n'y a pas compatibilité de la relation de comparaison. Par compatibilité, excusez-moi, je sous-entends la situation sociale, la situation sociologique, la situation économique, la situation sanitaire. Donc, on doit préparer notre défense en fonction des moyens dont on dispose et se préparer à vivre avec ce virus et faire avec et se protéger avec. Mais dire qu'on va laisser l'année scolaire se réaliser comme les autres, je crois qu'il faut réfléchir d'ores et déjà, prendre des dispositions qui sont très simples dès maintenant, établir un emploi du temps bien particulier pour pouvoir, parce que les élèves, où est-ce qu'ils pourront se rencontrer davantage en masse, c'est par exemple le réfectoire. Donc prévoir beaucoup de services. Donc si on prévoit beaucoup de services, ça va prendre beaucoup de temps, donc on a besoin d'un calendrier. Limiter les contacts physiques en réduisant les activités parascolaires, je pense par exemple au sport. Il s'agit de réfléchir. Il s'agit de réfléchir, pourquoi pas, à un comité de suivi, de mise en œuvre et d'application des mesures sanitaires à l'intérieur de chaque établissement. On doit se préparer, ne pas baisser les bras, ne pas dire que ça y est, c'est une fatalité, mais il faudra faire face, comme je viens de dire, avec les besoins dont on dispose. Maintenant, avant, il y a eu des cours particuliers, enfin particuliers à travers la télévision qui sont faits,
Mais là, on était pris de vitesse, il n'y avait pas une plateforme digitale. On n'a pas de chiffres encore sur l'impact que ça a eu sur les élèves. Et je voudrais préciser quand même qu'on a fait appel au ministère de l'Éducation nationale pour qu'ils participent avec nous dans cette émission, mais qui n'ont pas répondu présent. Dommage. Aujourd'hui, on aurait voulu avoir d'autres informations plus précises sur la tenue, sur ce qui est prévu pour la rentrée scolaire. Monsieur Meziel, avant de revenir sur le baccalauréat qui doit se tenir à la rentrée. On a parlé depuis tout à l'heure sur l'utilisation des technologies. Ça a été un peu tenté au niveau de l'éducation nationale. Il y a eu des cours à travers la télévision. Peut-être moins d'impact pour l'outil informatique puisque cela nécessite aussi la présence des parents. Certains parents travaillent, certains ne maîtrisent pas, d'autres n'ont pas accès à cette technologie. Est-ce qu'on peut aujourd'hui penser à développer cet enseignement à distance si la pandémie se poursuit ? Tout à fait. Moi, je dirais que la crise actuelle peut procurer une opportunité pour le ministère de l'Éducation de réfléchir à tous les aléas qui peuvent survenir à l'avenir. C'est vrai qu'on était pris de vitesse par cette pandémie. On n'a pas pensé à une plateforme digitale. Ajouter aussi la réalité du terrain. La connectivité des foyers n'est pas assurée à 100%. D'autant plus que les cours qui sont dispensés à travers la télé, c'était des cours beaucoup plus pour les élèves d'examen. Or, on ne peut pas s'assurer que tous les élèves ont suivi ces cours à 100%. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas évaluer l'élève sur les cours dispensés. On aurait aimé que ces cours soient dispensés aux des élèves qui passent à une classe supérieure et réfléchir par la suite aux classes d'examen, puisque la décision est prise, ils seront examinés sur le premier et le deuxième trimestre. Mais encore une fois, je dis, c'est une opportunité qui se présente au ministère de l'Éducation pour réfléchir à l'avenir sur une plateforme digitale, comme ça se fait partout dans le monde. Très bien, alors on va revenir avec vous, professeur Ben Youssef, justement sur l'utilisation de ces nouvelles technologies. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, bon, à votre niveau, au niveau de Polytechnique, la question peut-être ne se pose pas, mais au niveau des universités ou des campus qui comptent près de 60 000 étudiants, comment assurer une connexion, un moyen technologique ou une accessibilité à tout le monde ? C'est le problème de base qui se pose, c'est essayer de faire une évaluation de cette façon de communiquer, quel est le taux de passage du message. Et là, le premier indicateur qui nous renseignera là-dessus, ce sera les examens de fin d'année. C'est le seul évaluateur et on verra, l'enseignant verra que cette façon d'enseigner, qu'est-ce qu'elle a apporté. Peut-être que des évaluations ont été faites à mi-parcours. Pour certains des collègues qui se sont mobilisés, qui ont essayé d'enseigner de cette façon, nous avons donné des devoirs maison. Mais on n'est pas en condition d'examen. Donc, le résultat ne peut pas être pertinent à 100%. Donc, on va essayer de valider, lorsqu'on va passer l'examen de fin d'année, lorsque les mesures le permettront, on verra que cette façon d'enseigner, avec le même niveau de difficulté des sujets, quelle est la moyenne des réponses? Et à ce moment-là, qu'on pourra se prononcer en termes de répartition géographique, et parce que nous, personnellement, nous sommes une école nationale et nous avons des étudiants de tout le territoire. Oui. Donc on pourra faire une évaluation. On connaît la difficulté de l'accès aux technologies, à Internet. Donc pour l'instant, il est peut-être prématuré d'apporter un jugement ou dire que le message est passé à tant de %. Donc l'évaluateur, l'indicateur, c'est l'examen de fin d'année. Maintenant, peut-être je reviendrai à quelque chose que nous avons discuté tout à l'heure. C'est vrai qu'une reprise progressive par vague. Ça, c'est pour le deuxième semestre. Je voulais en venir là. Oui, ça, c'est pour le deuxième semestre. Mais après, quand la rentrée sera effective, réelle, en novembre, déjà là, il y a peut-être un petit problème. Oui. Parce que nous allons faire par vague et ça sera par... Mais est-ce que les enseignements seront dédoublés? Oui. Oui, bien sûr. Les horaires aussi, est-ce que les groupes seront partagés en petits groupes? Donc, et tout cela, quelle est l'intervention? Alors que l'enseignant va faire un certain nombre d'heures, il va multiplier son nombre d'heures. Donc, et là, c'est au détriment des 15 jours qui sont déjà, c'est une période qui est relativement courte pour boucler l'année et pour faire aussi les enseignements qui ne sont pas possibles via le net. Parce qu'il y a certains enseignements où il faut une âme.
comme les travaux pratiques, peut-être même on n'ira pas à la manipulation des étudiants pour ne pas pour toutes ces mesures sanitaires, ça sera des démonstrations. Mais durant ces 15 jours, est-ce que matériellement le temps permet d'arriver à un taux de programmes effectués qui répondent aux normes que nous avons l'habitude. Vous me posez la question? Ben oui, c'est une question qu'en tant qu'enseignant, en tant que professeur d'université, on vous pose. Ben généralement, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens humains, hein, parce que ça parle aussi de moyens humains aujourd'hui pour assurer votre nouvelle organisation, refaire les cours à chaque fois si on doit diviser les groupes. Oui, la question se pose. Oui. En tant qu'enseignant, je crois que cela vous concerne aussi. Oui. Très bien. Alors, je vous laisse répondre, M. Edani. Tout à fait. Mon collègue pédagogue qu'il est, donc, il est à cheval sur la qualité pédagogique, sur le temps pédagogique. Mais nous pouvons le rassurer aisément en disant que le planning qui est proposé par le secteur de l'enseignement supérieur permet à partir du 23 août, Inch'Allah, durant ces 6 semaines qui sont dédiées à l'enseignement et à l'achèvement du programme pédagogique du second semestre, il en reste de toute façon que le 1/3 de ce programme. Il s'agit de prendre le temps pédagogique nécessaire pour valider tous les enseignements qui ont été faits en virtuel, c'est-à-dire à distance. Il s'agit de réserver un temps pédagogique pour faire des révisions aux étudiants qui auraient des questionnements à poser, mais aussi prendre le temps nécessaire pour pouvoir clôturer le programme pédagogique à hauteur de 70 à 80%, dans la mesure du possible, bien entendu. Alors pour vous, aujourd'hui, c'est une exigence de poursuivre le deuxième semestre parce qu'il y a eu des organisations estudiantines qui ont demandé carrément l'annulation du S2. Il n'en est pas question aujourd'hui. Nous ne pouvons pas prévoir cette éventualité du moment que la situation, elle n'appelle pas à cette éventualité. La situation que nous vivons aujourd'hui est que 1/3 du programme pédagogique du deuxième semestre, il est déjà fait. Nous avons les 2/3 du programme pédagogique du deuxième semestre qui reste à faire. Une bonne partie a été déjà réalisée en virtuel. Le reste va être consolidé. Il y a des séances de rattrapage, il y a des séances de révision, il y a un programme pédagogique qui est prévu pour la clôture du programme pédagogique. Donc le virtuel est pris en compte. D'ici le mois de septembre. Oui. Et cette organisation par vague de 2 semaines nous permet de prendre en charge les enseignements, notamment les unités d'enseignement fondamental, de manière accélérée. Et les enseignants universitaires ont la didactique nécessaire, ont la pédagogie nécessaire pour pouvoir faire l'essentiel en concentré dans les temps impartis pour pouvoir faire passer le message à leurs étudiants tout en préservant la qualité pédagogique requise. Très bien. Professeur Ben Youssef. Juste pour ainsi parler à nos étudiants, moi je dirais nos apprenants, qui, pour eux, nous sommes en train de nous mobiliser, mais aussi ils doivent se mobiliser. On ne peut pas matériellement annuler le semestre, parce qu'on doit valider. Il y a un certain nombre de crédits dans leur cursus. On ne peut pas dire, il ne s'agit pas d'une année, on a fait les 2/3, comme dans l'éducation, les 2/3, on compte les 2/3 de l'année et on valide l'année. Au niveau du supérieur, nous avons un autre système qui est validé en système de crédit et par semestre. Et donc, dans le deuxième semestre, une partie des enseignements a été faite en présentiel. Pour certains, c'était un certain nombre de semaines, pour d'autres, c'était beaucoup moins, mais il y a eu des enseignements à distance. Maintenant, il faut penser à un moyen le plus adapté pour l'évaluation et la validation de ce nombre d'enseignements qui sont les enseignements fondamentaux et d'autres enseignements pour pouvoir continuer leur cursus en s'assurant que ce qui devait être dispensé en termes de connaissances, l'essentiel a été acquis
pour pouvoir continuer à bâtir dessus pour les années et terminer leur cursus. Les évaluations seront maintenues pour tous les cours, hein. Parce qu'il y a eu aussi une proposition sur des choix de certains cours principaux par rapport à d'autres, non. On peut imaginer plusieurs moyens d'évaluation, mais il faudrait être certain, aussi bien pour la tutelle, pour l'enseignant et pour l'étudiant, que dans ce cours-là, il a eu le capital information et la maîtrise des outils dispensés pédagogiques pour pouvoir se dire que je peux comprendre ce qui va venir par la suite et je vais sortir avec un bagage qui me permet de dire que je suis titulaire de ce diplôme et avoir suivi ce cursus. Est-ce que l'évaluation a été tranchée? La question a été tranchée. Bien sûr, elle a été tranchée. Il y a une première mouture qui est proposée. Elle est en cours d'étude aux partenaires sociaux et à la communauté universitaire. Il y a également une proposition qui a été faite en matière de répartition du temps pédagogique. Une séance de cours, ce n'est plus 1h30, mais on propose qu'elle soit réduite à 1 heure. Une heure et demie de TD, qu'elle soit réduite à 1 heure. Une séance de travaux pratiques habituellement de 3 heures, elle est réduite à 2 heures. Donc ces propositions ont été formulées à la communauté universitaire qui est en train de débattre sur cette question et nous sommes en train de recevoir le retour des avis. Et, Vous êtes en train de mener actuellement des consultations. On va revenir en détail sur ces consultations. La communauté universitaire qui va se voir agrandir, qui va s'agrandir d'ici la rentrée de novembre avec le baccalauréat. Monsieur Mzienne, je reviens à vous. Il y a l'organisation du baccalauréat qui devrait se faire le 13 septembre et qui devrait prendre fin le 17 du même mois. Est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à accueillir ces élèves, ces bacheliers dans les meilleures conditions? On propose de mettre 10 par classe par examen, dans les salles d'examen. C'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce qu'il n'y a pas d'autres élèves qui seront présents dans les établissements. Il n'y aura que les candidats au bac. Et je pense qu'on peut prendre 2 établissements limitrophes pour essayer de respecter effectivement la distanciation sociale. C'est possible de le faire à condition d'utiliser tous les moyens dont on dispose, comme je viens de dire, essayer de choisir des établissements limitrophes. Si vous permettez, c'est une occasion, puisqu'on parle du bac, notre bac il a 2 caractéristiques. La première caractéristique, on peut le dire, c'est un diplôme de fin d'études secondaires. La deuxième caractéristique, c'est le passage à l'université. Maintenant, la première caractéristique comme diplôme, et c'est acquis, il suffit qu'il y ait une certaine moyenne. Mais le problème qui se pose et auquel je profite pour en parler, je crois que le moment est venu vraiment de reformer le bac. Et reformer, pourquoi pas, le secondaire. Parce que le bac, lorsqu'il donne accès à l'université, des fois avec l'orientation, on est leurré par les notes obtenues par le candidat. Il suffit, on l'a dit, on le répète, il suffit qu'il y ait des notes assez importantes dans les matières, si j'ose dire, secondaires, pour qu'il compense les notes obtenues et qui peuvent être au-dessous de 10 dans les matières essentielles, maths, physique. On en a vu des cas avec un bachelier 9 en mathématiques, 8 en sciences et 8 en physique, il est bachelier scientifique. Sincèrement, avec son orientation, là, ça pose problème. Donc le moment est venu, comme je viens de dire, c'est une opportunité pour revoir de fond en comble tout ce qui ne va pas. Et pourquoi pas remettre aussi à la une des discussions la réforme du bac avec la révalorisation des coefficients des matières essentielles. Maintenant, on peut l'organiser, mais je dirais aussi, le bac, il est prévu au 13 au 17. Déjà, 5 jours, c'est long. Préparer la durée du bac qui est de 5 jours, faire le compostage, c'est-à-dire l'anonymat des copies, ça prend au moins 5 jours. Ajouter la correction qui peut prendre 15 jours. Donc, on est aux environs de 1 mois. Donc, c'est fort possible, moi je dirais que dans les lycées, que la rentrée scolaire ne se fera pas le 4 octobre. Donc, encore une fois, on va piétiner sur le programme de l'année scolaire 2020-2021. Là aussi, il faudra réfléchir comment compenser toutes les pertes. Déjà, il y a un trimestre qui n'est pas réalisé. Il faudra penser vraiment
à la réaliser avec les élèves qui passent dans une classe supérieure. Il y a aussi les bacheliers, nos bacheliers qui vont arriver à l'université avec un trimestre de connaissances de moins. Là aussi, il faudra réfléchir, pourquoi pas, aux assistants qui seront à leur disposition dans leur filière respective, d'essayer d'établir ce dont ils ont besoin, les prérequis pour avancer, surtout dans les matières secondaires. Mais en ce qui concerne l'organisation, j'insiste qu'on peut le réaliser à partir dans de bonnes conditions, à partir du moment que les élèves, la majorité des élèves, sont à l'extérieur de l'établissement. Alors, Monsieur Mzied, puisque vous avez tout à l'heure participé, vous le disiez, à un webinaire avec l'UNESCO sur la rentrée scolaire en temps de pandémie, qu'est-ce qui a pu être retenu à l'échelle internationale pour voir si on peut peut-être s'en inspirer? Qu'est-ce qui a été proposé? Ce qui est retenu à l'échelle internationale, comme je viens de dire, essayer d'appliquer strictement les mesures sanitaires. Mais comme j'ai commencé à dire, ce qui peut être appliqué en Allemagne peut ne pas être appliqué en Algérie. Et il y a deux situations carrément différentes. Donc c'est pour cela, au début que j'ai parlé, il s'agit de faire face avec nos propres moyens à cette situation. Et je dirais aussi de revoir certaines choses. Moi, je parlerai, si vous le permettez, de la commission de suivi de cette pandémie. Entre la commission et le citoyen de base, il y a un vide. Donc il faut pallier ce vide. Il faut créer des engrenages. Il faut créer des transmissions pour que le citoyen se sente mobilisé. Et pour mobiliser, comme ça se fait dans tous les pays du monde, mobiliser de toutes les potentialités dont on dispose pour venir à bout. Parce que si on continue dans cette lancée, avec le schéma exponentiel de contamination, on risque encore de mettre dans le doute la rentrée scolaire, comme on vient de dire. Donc qu'on fasse appliquer le mouvement associatif des quartiers et des villages pour le citoyen l'impliquer et non pas faire le vide, à lancer des chiffres sans pour autant entreprendre des mesures pour le sensibiliser à accepter ce virus et prendre ses dispositions. La situation économique exige de nous d'aller travailler, mais exige de nous aussi de se protéger, de protéger la santé des autres. Oui. Donc il s'agit de sensibiliser, faire impliquer le citoyen à travers les associations, à travers tout le monde doit s'y mettre de la partie pour venir à bout. Si on applique certaines mesures dès maintenant, je pense qu'on peut être optimiste pour le mois d'octobre. Très bien. Alors, il vient de poser une problématique. Est-ce que les élèves qui ont raté donc, tout un trimestre au niveau des bacheliers, ça va impacter leur niveau une fois rentrés à l'université? Est-ce que cela va être pris en compte ou est-ce qu'il y aura des séances de rattrapage à ce niveau-là où tout dépendra de la filière vers laquelle ils seront orientés? C'est une problématique que nous sommes en train d'étudier et c'est un réel problème, mais aussi un défi. Un défi pour la communauté universitaire qui doit faire preuve de beaucoup d'imagination pour trouver des solutions palliatives à cette difficulté. Nos enfants de la terminale, effectivement, vont devoir passer leur bac sur la base du programme des 2 premiers trimestres. Et donc, il y a une partie de la terminale qui n'est pas, malheureusement, cela se posera peut-être plus au niveau des matières scientifiques, non? Je dirais partout, hein, au niveau de toutes les matières. Mais les équipes pédagogiques vont être mobilisées pour pouvoir assurer l'accompagnement nécessaire de ces étudiants et leur permettre donc de continuer leurs études normalement au niveau de l'université. Donc il va y avoir une période où un certain nombre de cours de rappel, sous forme de rappel, sous forme de cours accélérés comme ça, pour pouvoir leur donner les bases nécessaires, leur permettant de poursuivre leurs enseignements au niveau du supérieur. Vous avez posé tout à l'heure la question de l'examination. L'examination qui est proposé par le secteur de l'enseignement supérieur, mais ça reste encore au stade de proposition, c'est l'évaluation multiforme. Et là, on dit multiforme, mais on laisse toute la latitude aux équipes pédagogiques qui ont cette prérogative d'imaginer toutes les formes d'évaluation possibles. L'évaluation à distance, QCM, sous forme de projet de cours. Les équipes pédagogiques sont souveraines un peu dans leur méthodologie adoptée. Vous avez le chef d'établissement
qui va élaborer son protocole opérationnel tout en s'inspirant du protocole cadre du ministère et en concertation étroite avec les équipes pédagogiques. Et les équipes pédagogiques ont toute la latitude de faire preuve d'imagination et de trouver des solutions palliatives à tous les problèmes qui peuvent être posés. Et on insiste sur quelque chose de fondamental. Nous vivons une situation exceptionnelle qui appelle à des mesures exceptionnelles. Oui. Alors, on le disait, pour la rentrée universitaire qui se fera à partir de novembre pour tout le monde, quand les campus seront remplis avec tout l'effectif des étudiants, comment assurer ces mesures de sécurité et d'hygiène notamment? On va parler un peu des œuvres universitaires, même si ce n'est pas vraiment le débat, mais est-ce qu'on peut assurer à ce niveau-là, au niveau des réfectoires, au niveau des transports, comment assurer ces mesures de sécurité et d'hygiène, de distanciation? Au niveau du secteur de l'enseignement supérieur, nous avons établi des normes. Des normes en matière de distanciation déjà, c'est des normes connues, hein, 1,5 m à 2 mètres. Le port de la bavette qui va être obligatoire. Nous avons l'université. On va essayer de parler des choses qu'on peut concrètement réaliser. Port de la bavette, par exemple, qui peut être obligatoire. La distanciation d'1,5 m en salle de cours, je ne sais pas si cela pourra être effectif. C'est réalisable. Oui. Parce que nous allons d'abord nous baser sur la continuation à dispenser des enseignements à distance. Oui. Ça, c'est le principe fondamental. Tout ce qui est unité d'enseignement transversale, tout ce qui est unité d'enseignement découverte, tout ce qui est unité d'enseignement méthodologique, etc., on peut les faire à distance. Nous allons assurer en présentiel uniquement les cours qui doivent être réalisés en présentiel. Donc nous allons limiter la densité des étudiants au niveau des campus universitaires. 1. 2. Au niveau des résidences universitaires, en limitant le nombre d'enseignements à assurer, oui. Donc il va y avoir forcément moins d'étudiants au niveau des campus universitaires. Vous comptez assurer combien de lits par chambre? Il y a une norme, c'est 6 mètres carrés par étudiant. D'accord. C'est 6 mètres carrés par étudiant, sachant que le secteur de l'enseignement supérieur dispose de 6000 lits au niveau national. Et là, on sait qu'il y a déjà une pression sur les chambres universitaires. Donc, comment réaliser ce défi? Écoutez, au niveau des étudiants de L1, première année, qui représentent environ 25% du nombre global des étudiants, nous allons assurer les enseignements essentiellement à distance. Il y a des équipes pédagogiques actuellement qui sont mobilisées, des professeurs d'université de référence qui sont en train d'enregistrer des cours type et que nous allons diffuser via... Mais est-ce que vous pouvez en même temps assurer que les étudiants aient accès à cette technologie? Oui. S'ils ne se déplacent pas, on sait que dans toutes les régions, on n'a pas forcément accès à la technologie, il n'y a pas les conditions de travail adéquates également, on n'a pas forcément l'endroit où travailler. La diffusion de ces cours type de première année se fera via la télévision. D'accord. Aussi, nous allons prendre ces cours et nous allons les implémenter au niveau des plateformes pédagogiques de chaque université. Troisième mesure, nous allons pouvoir graver des CD que nous allons remettre aux étudiants. Donc on va mettre tous les moyens nécessaires à l'étudiant, lui permettant de suivre ses enseignements en ligne. Donc prenons en charge déjà 25% des étudiants de première année. Donc c'est un allègement des campus universitaires et des résidences universitaires. Prévoir tous les modules transversaux de découverte en ligne. Donc prévoir... On veut réellement développer l'enseignement à distance. Oui, bien sûr. Le principe qui est retenu... Et même à long terme, même si pandémie se dissipe, on va dire, est-ce qu'on peut... À quelque chose malheur est bon. Oui, voilà. Il faut saisir l'opportunité quand elle se... Et nous avons constaté une chose, que cette crise sanitaire a pu être transformée par la communauté universitaire en opportunité. En opportunité, en permettant d'abord ce bel exercice de mise en cours de mise en ligne des cours, l'enseignement à distance, également plusieurs inventions qui ont été réalisées par les universités algériennes,
comme par exemple des respirateurs, comme par exemple des tunnels de désinfection, des thermomètres numériques, des kits d'analyse PCR, des visières, des bavettes tout à fait exceptionnelles qui ont été développées par exemple à l'université de Batna et que nous allons... C'est là qu'on voit qu'il y a un pont essentiel à créer entre les entreprises économiques et entre l'université et même dans les études. Et ces bavettes qui ont une caractéristique assez intéressante, un, elles sont lavables, et deux, elles ont une porosité qui fait qu'elles sont beaucoup plus efficaces dans la lutte contre le corona, pour assurer une meilleure protection. C'est quand l'université devient une force de proposition, une force d'idée. Et ces bavettes que nous avons développées, que nous avons demandé au secteur de la formation professionnelle pour les fabriquer, eh bien nous allons pouvoir les mettre à la disposition des étudiants dès la rentrée prochaine. Chaque étudiant aura droit à 2 bavettes lavables. Les étudiants sont appelés aussi à faire des études sur les risques majeurs ou les risques comme en temps de pandémie. Les risques majeurs, maintenant pour reprendre un peu ce qui a été dit, nous vivons effectivement une situation exceptionnelle. Cette situation exceptionnelle appelle tout un chacun, et l'universitaire en particulier en première ligne, à se mobiliser pour, dans un élan d'implication et de solidarité, pour essayer de sortir de cette situation et de cette crise avec le minimum de dégâts. Donc, l'enseignant, en particulier l'universitaire, conscient de cette situation et du devoir qu'il a envers la société et l'environnement dans lequel il vit, en est appelé à redoubler d'efforts pour essayer de donner le maximum, notre raison d'être, que ce soit le secteur, que ce soit l'enseignant, c'est l'étudiant. C'est notre raison d'être. Sans étudiant, il n'y aurait pas d'enseignant. Donc, on est là pour essayer de lui donner le maximum, pour le mettre dans les meilleures conditions. Maintenant, des objectifs et des programmes et des stratégies qui sont développées, il faudrait voir leur mise en œuvre, la facilité de leur mise en œuvre. J'ai écouté mon collègue responsable, monsieur le directeur général des enseignements et de la formation, qui vient de développer un programme, comment nous pouvons faire répondre à ces impératifs en faisant des cours, en gardant uniquement ce qui est fondamental, tout ce qui est obligatoire. En présentiel. Maintenant, pour qu'on développe, si j'ai bien compris, pour pouvoir mettre cela en œuvre et que pour les structures d'hébergement puissent accueillir dans les meilleures conditions avec un minimum de risque nos étudiants, il faudrait penser à une autre façon de faire, c'est ces cours fondamentaux se fassent en cours bloqués et par vague, pour qu'il n'y ait pas un point d'accumulation au niveau des secteurs. Donc, et là, c'est une nouvelle façon de s'organiser et une nouvelle façon d'organiser la répartition du temps pédagogique. Donc, il y a pas mal de choses à mettre en place. Maintenant, si je dois revenir à autre chose, à savoir l'implication de l'université à toutes ces mesures sanitaires et tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est vrai qu'il faudrait optimiser aussi bien le temps pédagogique que les locaux pédagogiques avec des systèmes de rotation assez variables. Pour cette situation exceptionnelle, nous allons essayer de faire quelque chose d'exceptionnel. Mais nous ne pouvons pas, au jour d'aujourd'hui, faire des projections tellement la situation est dynamique et changeante. Parce qu'avec les éléments d'aujourd'hui, nous sommes en train de faire des projections, mais on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Oui. Pour quelqu'un qui est le meilleur. Le meilleur. Donc, oui. Oui, alors, monsieur Seydani, vous n'avez pas terminé sur les œuvres universitaires. On parlait donc de la rotation dans les salles de cours, on va favoriser l'enseignement à distance. Comment ça va se passer au niveau des transports? Il y aura moins de monde puisque vous comptez maintenir le maximum, en tout cas pour certaines filières dans les régions. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réellement transporter 25 étudiants par bus comme cela a été proposé? Et comptez-vous aller réellement jusqu'à proposer des repas à emporter? Madame, nous n'avons pas le choix. Avons-nous les moyens? Les moyens, il faut les chercher, il faut mutualiser, il faut innover
Il faut sortir du cadre conventionnel pour faire face à cette situation extrêmement compliquée. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Quand j'analyse le secteur de l'enseignement supérieur, je trouve qu'il y a environ 66 à 67% d'étudiants qui suivent leur formation dans le grand domaine des sciences humaines et sociales. Tout cet enseignement de ce grand domaine, une grande partie des enseignements peut être assurée à distance. Et par conséquent, je vais alléger les campus universitaires et je vais alléger les résidences universitaires. Et par conséquent, nous devrions, grâce à la flotte en matière de transport qui sera mise à la disposition des étudiants de la communauté universitaire, cela nécessitera plus de bus, plus de rotation. Nous allons mobiliser plus de 6000 bus pour transporter les étudiants. Et en envisageant un système de rotation, dans le temps, un bus, il transporte les étudiants d'une résidence universitaire vers un campus. À 7h, à 7h30, il est devant le campus, il gare et il attend la deuxième rotation qui commence à partir de 10h. Maintenant, c'est une autre forme d'organisation qu'il va falloir envisager. Alors, il nous reste très peu de temps. On ne va pas avoir le temps de rentrer vraiment dans les détails. Vous êtes en consultation avec vos partenaires sociaux. Vous avez rencontré aujourd'hui les enseignants, demain les étudiants. Quand est-ce que tout sera finalisé? Le 23 août, c'est demain. Monsieur le ministre, actuellement, est en train de recevoir et de discuter avec les syndicats des enseignants et des enseignants hospitaliers universitaires. Dans un deuxième temps, il va recevoir toutes les associations estudiantines pour partager également cette vision. Puis, en troisième lieu, il va recevoir les syndicats des travailleurs. Donc, vous voyez la vision participative et cette nouvelle démarche que Monsieur le ministre est en train de mettre en place en disant « c'est une affaire de tous, la démarche, elle est participative, nous devons tous nous mobiliser pour réussir deux objectifs. Le premier objectif, avec obligation de résultat, le premier objectif, c'est de réussir la clôture de l'année universitaire 19-20. Le deuxième objectif, c'est de se mobiliser tous pour réussir la rentrée universitaire 2020-2021. C'est pour ça que cette nouvelle démarche qui est mise en place par Monsieur le ministre et par tout son staff, cette démarche qui est basée sur la concertation de toute la communauté universitaire dans ces trois composantes. Très rapidement, je m'excuse. Voilà. Je voudrais juste que vous rebondissiez sur cette question, c'est possible. Est-ce qu'il y aura moyen, si une fois le protocole cadre finalisé, de reculer s'il faut reculer, si la pandémie évolue, ou d'avancer plus vite s'il faut avancer plus vite, si pandémie se dissipe? Oui. Pour le moment, le planning qui est arrêté, c'est celui que je viens d'avancer. Nous allons commencer à partir du 23 par vague. Mais suivant l'évolution de la situation, si ça s'empire, la qaddar Allah, nous allons directement passer à une autre variante. Très bien. Est-ce qu'on a encore le temps de poser une question à Monsieur Mzienne? Je demande parce qu'on arrive un peu, à la fin de l'émission. Monsieur Mzienne, très rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission. On sait qu'il y a eu 9 millions, plus de 9 millions d'élèves qui ont fait leur rentrée 2019-2020. Pour l'année, il y a un chiffre très important. Est-ce que vous pensez que nos écoles, dans l'état actuel, sont prêtes à accueillir tout ce nombre d'élèves pour pouvoir, après un temps de pandémie, bien sûr, assurer aujourd'hui un minimum de sécurité et d'hygiène? Pour peu qu'on prenne nos dispositions et des mesures de sécurité. Un problème de moins, dans les écoles, il n'y a plus d'internat. Maintenant, il s'agit d'assurer le minimum, et je dis le minimum, de l'eau dans les écoles à travers, au fin fond le de savon. l'Algérie. D'assurer des bavettes pour ceux qui n'en portent pas, d'assurer de l'alcool. Moi, je dirais aussi une chose, la rotation dont on parle dans l'éducation, elle est impossible. Ça nécessite beaucoup de salles supplémentaires et ça nécessite aussi des postes budgétaires qu'on n'en a pas assez. Maintenant, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Il y a une recrudescence. Moi, je pose la question, pourquoi il n'y a pas une évaluation scientifique des causes de cette recrudescence? Si on arrive à cerner les causes et mettre les moyens, même les minimums dont on dispose, je pense qu'on peut envisager une rentrée scolaire. Voilà, ça c'est le débat sur la santé. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la rentrée. Voilà, c'était notre débat. Merci, Monsieur Mzienne, d'avoir été avec nous. Professeur Ben Youssef, en deux mots, un dernier mot. Je vous remercie.
Là, Vous êtes prêt à travailler plus à la rentrée? oui, je crois que la situation interpelle tout un chacun à fournir l'effort. C'est une situation exceptionnelle où il faut une mobilisation particulière. Et là, j'attire uniquement l'attention des responsables puisque nous vivons cette expérience et nous voyons que tout ce qui est environnement, des œuvres sociales, des œuvres universitaires qui sont là, et est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer, puisqu'on pense à la manière de changer dans l'enseignement, on change la gestion de cette prise en charge des œuvres sociales. Oui. Parce qu'il faut dire que les pouvoirs publics dépensent beaucoup d'argent pour les œuvres universitaires. Un repas, un dinar 20. Le repas, un dinar 20, la gratuité du transport, mais des fois pour une qualité de prestation qui n'est pas à la hauteur des attentes. Donc il est grand temps de réfléchir comment optimiser cette ressource en faveur de l'étudiant. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions. Merci. On déplore une nouvelle fois l'absence du ministère de l'Éducation nationale qui aurait pu nous éclairer sur la rentrée scolaire 2020-2021. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.